ici, donc on était sur PDF. Donc là, on a parcouru rapidement comment enregistrer un fichier en PDF. On va revenir sur d'autres détails maintenant quand on fera cette partie-là. Et savoir affiner ses recherches, c'est ce qu'on était en train de faire. Donc ce qui est important de connaître ici, même ça, je vais vous l'apprendre. Ce que je suis en train de faire comme ça, je vais vous l'apprendre. Comment on fait ce genre de manipulation-là. Parce que là, je suis en train de jouer sur plusieurs écrans. Ça, on va faire ça aussi. C'est des choses utiles à connaître. D'accord? Voilà. Donc, ici, comment chercher des informations, comment affiner sa recherche, et ainsi de suite. On vient de voir ça. D'accord? Alors, ici, sachez que vous pouvez faire des recherches d'images avec n'importe quel mot-clé. Des recherches d'images. Mais attention aux images qui ne vous appartiennent pas. Il faut faire attention à ça aussi. Tout dépend de l'utilisation que vous faites. À un certain degré d'utilisation, peut-être que ce n'est pas très méchant. Mais quand ça devient commercial, peut-être que là, il faut faire attention. Ce que je veux dire, c'est que moi, si quelqu'un vient me dire, tu peux me faire un flyers. D'accord? Je ne vais pas aller chercher une photo, n'importe où, n'importe comment, et mettre sur son flyers, parce que c'est un truc public, commercial, etc. Il faut faire attention à ces images-là. Mais quand c'est peut-être un besoin vraiment personnel, etc., peut-être que je peux faire des écarts par rapport à ça. D'accord? Donc, il faut faire attention également quand on utilise des images sur Internet. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est quand on fait des recherches d'images, il y a également des outils qu'on peut utiliser. Je vais agrandir. Ici, outils. Important. Regardez, à partir de outils, je peux filtrer la taille de mon image. Est-ce que je veux une grande image, ou bien une image moyenne, ou bien juste des icônes? C'est important de le savoir ici. Parce que qu'est-ce qui se passe avec les images? Quand on prend une petite image et qu'on l'agrandit, l'image perd en résolution. Ça, il faut le savoir. Si vous partez d'une petite image, vous l'agrandissez, vous prenez une petite photo, vous mettez sur votre document Word, vous agrandissez la photo perd en clarté. Ça, il faut le savoir. Par contre, si vous prenez une grande photo, vous mettez, ça garde sa clarté. Si vous réduisez, ça garde sa clarté. Donc, c'est important peut-être de dire tout de suite, ça dépend des besoins. Je veux une grande image. Et là, il ne va vous proposer que de grandes images. D'accord? C'est important de savoir ça, et au niveau des recherches. Je peux lui dire, donnez-moi des images uniquement en noir et blanc. Ou bien avec une dominance jaune, une dominance verte, etc. D'accord? Et puis, évidemment, tu veux jouer sur les droits et aussi les types. Est-ce que je veux des photos, des images clip art, des dessins, et ainsi de suite? Vous voyez, c'est des filtres qui peuvent être très intéressants quand on recherche des images. D'accord? Et ça, c'est toujours dans Outils. Vraiment ici, ce que je tenais à vous montrer, c'est ce bouton Outils-là. Qu'on cherche du texte ou bien des images ou des vidéos, vous avez ici des options qui peuvent être assez intéressantes et qu'il faut connaître. Évidemment, quand on a une image, on clique. Voilà, après on peut récupérer l'image. Ici, il suffit de faire un bouton droit et on copie l'image sur son ordinateur. Bouton droit, enregistrer l'image, sous. Il y a des sites où on bloque ce bouton droit-là, il faut le savoir. Il y a des sites où on bloque ce bouton droit-là pour éviter justement que vous n'enregistrez. Bon, maintenant, il y a toujours des solutions pour contrecarrer ça. Qu'est-ce que vous faites si on bloque l'image? C'est capture d'écran. Vous voyez, on a des hackers ici. Capture d'écran, c'est très simple. Regardez, j'ouvre la photo. Pour avoir la bonne dimension de la photo, je peux ouvrir. Là, il va ouvrir la photo directement. Voilà. Je peux faire ça et faire. Ah, voilà. Ils m'ont bloqué le bouton droit. Voilà, c'est de ça qu'on parlait tout de suite. Et ça tombe bien. Ils ont bloqué le bouton droit. Qu'est-ce que je fais si je veux récupérer cette photo? Capture d'écran. Alors, l'outil de capture d'écran, maintenant, il faut savoir, il y a plusieurs solutions. D'abord, au niveau des touches de votre clavier. Vous avez une touche où c'est marqué, chez moi, c'est marqué impression écran. En anglais, c'est print screen. Sur tous les claviers, en haut à droite,
En général, vous avez une touche où c'est marqué Print Screen ou bien, en français, Imprimer écran. Ça veut dire que je clique sur ce bouton. D'accord? J'ai cliqué sur le bouton. Et après, j'ouvre mon document Word. Et là, je fais coller. Voilà, vous voyez, il m'a coupé. Attention, allez, je vais faire ça. Dupliquer. Voilà. Regardez ce qu'il m'a collé dans mon Word. Pourquoi? Là, il m'a copié parce que j'utilise 2 écrans avec mon ordi. Ça, je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait ça. Je travaille sur 2 écrans. Ce que vous voyez ici, c'est différent de ce que moi je vois. Et pourtant, le projecteur est branché sur mon écran. Mais je vais vous montrer comment on fait ça. Du coup, c'est pour ça qu'il m'a copié les 2 écrans que j'ai. Une fois qu'il m'a copié ça, qu'est-ce que je fais? Pour avoir seulement la photo de Cheikh Anta Diop. Je sélectionne et je fais quoi? Rogner. Je clique 2 fois pour avoir la fenêtre image. Et là, je fais rogner. Et à partir de rogner, j'enlève tout ce dont je n'ai pas besoin. Voilà. Et après, évidemment, j'agrandis. Première solution. Il y a une autre solution. D'accord? Windows vient avec une application qui s'appelle, comment il l'a appelé d'ailleurs? Outil capture d'écran. D'accord? Qui vient avec Windows maintenant. Si vous allez au niveau de accessoires, je pense. Voilà, au niveau d'accessoires. Si vous avez au niveau de accessoires, vous voyez un bouton outil capture d'écran. C'est souvent maintenant, ça vient avec Windows. Qu'est-ce que j'ai fait moi? N'importe quelle application, vous pouvez mettre un raccourci ici. Quand vous utilisez souvent l'application, vous prenez l'application, vous la glissez au niveau du raccourci et après vous avez un bouton ici qui vous amène directement vers l'application. D'accord? Et quand j'ouvre cette application-là, vous voyez, c'est ça, outil capture d'écran. Je fais nouveau et c'est à moi de prendre la... Attention, je retourne sur le site internet. Voilà, j'étais ici. Donc, j'ouvre l'application, je fais nouveau et avec ma souris, je choisis qu'est-ce que je veux copier. Et là, il me copie ma photo et après, j'enregistre. Soit je copie ça, copier, ou bien j'enregistre directement l'image. D'accord? Et donc, je peux, sur Word, j'enlève ça, je peux coller ce que je viens de copier. Ça, c'est la seconde possibilité, qui est peut-être plus facile. Parce que c'est des choses, on a souvent besoin de faire ça. Donc, installez l'application, enfin, c'est déjà installé. Ouvrez l'application et choisissez la zone de votre écran qui vous intéresse et vous copiez. Et l'application s'appelle Outil capture d'écran et c'est dans Accessoires Windows. Outil capture d'écran. Et pour faire simple, prenez-le et glissez-le au niveau de vos raccourcis ici. Comme ça, il va vous mettre un petit bouton ici. À chaque fois que vous en avez besoin, vous cliquez sur ce bouton-là. C'est bon? Alors, donc ça, c'était un peu pour la recherche d'images. Et c'est un peu les choses que je tenais à vous présenter ici au niveau de la recherche d'informations. C'est surtout ce bouton « Outils » qui vous permet de filtrer les informations que vous avez. D'accord? Le micro, allez-y. Alors, je comprends l'inquiétude de mes amis, hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de questions, mais c'est des questions utiles. En fait, c'est un module qui est intéressant parce que c'est le quotidien de ce que vous faites. Malheureusement, votre inquiétude, effectivement, c'est qu'on n'a pas beaucoup de temps parce qu'on n'a que d'ici et demain. Mais on va faire le maximum, en tout cas, pour accélérer. Mais je comprends parfaitement vos inquiétudes. D'accord? Alors, merci. Peut-être après, c'est-à-dire, peut-être on a
assemblée assez diverse. Là, nous, on est un peu plus âgés, donc on a du mal un peu plus. Voilà, sur ça, même peut-être sur autre chose, on est un peu plus avancé. Alors, c'était juste, mais c'est utile parce que je vous dis, ce copier-coller-là, moi, ça m'a fait peur d'un jour. Mais un temps énorme, 30 minutes chez moi, c'est énorme, mais je ne retrouvais plus sur mon ordinateur. J'ai appelé quelqu'un, il m'a aidé. Mais c'est vraiment utile si on travaille sur certaines choses. Alors, juste une contribution sur l'outil imprimé. Je l'utilise aussi personnellement pour tout ce qui est mail. Des fois, on a besoin de sauvegarder certains mails. Donc, sur Google, on a la même chose. Bouton droit, on fait imprimer. Si on a Adobe, après, on peut sauvegarder le message en format et l'imprimer peut-être après. Sinon, l'autre contribution, c'était par rapport à Google. Il y a, j'ai découvert aussi Google Scholar, d'accord, qui est très protégé, où on peut trouver des articles académiques d'université, voilà. Donc, c'est juste un complément que j'utilise. C'est Google? Google Scholar. C'est plus pour ceux qui font de la recherche, etc., c'est ça? Voilà, et puis ça peut être scientifique, mais on trouve du tout, hein, même en Scholar, gestion. Voilà. Il y a un C. Ah oui, c'est ça, voilà. OK. Voilà, c'est ça, c'est assez utile. Après, tu peux juste l'épingler à tes favoris. Mais ouais, ça c'est okay. Voilà, c'est utile pour ceux qui font de la recherche, voilà, effectivement, etc. D'accord, les articles, les caisses, etc. OK. C'est important aussi. Donc, c'est Google Scholar. OK. Voilà, donc, pour ceux que ça intéresse également, notez ça. Google Scholar. Ça peut être utile pour ces recherches. Oui. Voilà, bonjour et excusez, je sais que le temps nous est compté, mais c'est juste une petite contribution qui peut-être pourrait... Elle est sortie. Donc, c'est par rapport à la recherche. Comme là où vous avez chez Ante Diop. Troisième onglet. Oui, ici. Voilà. Donc, dès que vous tapez chez Ante Diop, vous mettez espace PDF. Parce que là aussi, ça permet de récupérer, comme l'avait posé l'autre. Avec Wikipédia, peut-être il y a du tout. Mais quand vous ajoutez PDF, il permet de vous donner les documents académiques et certains articles même. Et là, je pense qu'il n'y a pas... Et à chaque fois, au niveau des recherches, là où vous voyez PDF, sachez que vous pouvez le télécharger. Dès que vous cliquez, ça tourne. Et puis, vous allez voir là-bas, télécharger. Vous téléchargez. Et puis, donc c'est des documents... Ça permet de n'avoir que des fichiers PDF. Voilà, exactement. Et aussi des documents, peut-être des articles qui ont été écrits par de grands auteurs. Ah, merci. OK, merci. C'est bon? OK. Alors, on va passer à... Donc, la recherche d'informations, savoir affiner ses recherches. Et après, recherche d'images également, attention aux droits d'auteur. On continue avec, maintenant, communiquer avec Internet. Alors, d'abord, la messagerie. C'est ça, vous avez tous des adresses email et on va en parler un peu. Quand vous créez vos adresses email, évitez ce qu'on appelle les adresses farfelues, genre princesseducoeur.yahoo.fr, etc. Surtout quand vous débarquez dans le milieu professionnel. Aujourd'hui, j'ouvre un poste, quelqu'un vient postuler en me disant que son adresse email c'est princesse de cœur, c'est tout de suite non. C'est ça en fait. Quand c'est personnel, ça passe, mais quand c'est dans le milieu professionnel, ça ne passe pas. Donc évitez des adresses comme ça pour communiquer dans un cadre professionnel. C'est un conseil. D'accord? Ensuite, évitez d'utiliser plusieurs adresses si ce n'est pas nécessaire. Parfois, c'est nécessaire, mais si ça ne l'est pas, ayez une adresse, tout le monde vous connaît avec ça, vous communiquez uniquement avec ça. Sinon, après, ça va dans tous les sens, vous ne vous retrouvez pas. Parfois, ça peut être utile en fonction du travail qu'on fait. Mais de préférence, ayez une adresse et communiquez avec cette adresse-là. Sinon, vous allez être complètement perdu. Et les gens même vont se perdre. D'accord? En entreprise, communiquez au maximum avec des adresses professionnelles. Mais ça, ça dépend de la politique de l'entreprise. Par exemple, nous, quand on vous envoie des emails, c'est toujours avec... Qu'est-ce qu'on appelle des adresses professionnelles? C'est une adresse qui est sur votre nom de domaine. Par exemple, ici au PSEJ, le mail avec lequel on communique avec vous, c'est info, par exemple, @psej.net. On n'utilise pas une adresse Google pour communiquer avec vous.
C'est ça qu'on appelle une adresse professionnelle. On communique avec vous par l'adresse info@psj.net. Et pourtant, on a une adresse Google pour le PSJ. On a nos propres adresses personnelles, sur Gmail, sur Yahoo, Hotmail, mais on n'utilise pas. On communique. Là, ça donne un cachet professionnel à la chose. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, en entreprise, communiquer avec des adresses professionnelles. Mais ça, normalement, ça doit être défini même, ça entre dans le cadre de la politique même de communication de l'entreprise, qui doit imposer à ses employés de communiquer avec ces adresses-là. D'accord? Et ça, c'est extrêmement important. Veillez à la sécurité de votre adresse, adresse secondaire, téléphone, etc. Alors, extrêmement important. On va perdre un peu de temps sur ça peut-être. Parce que ça arrive régulièrement. Que les gens perdent le contrôle de leur adresse email. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour se prémunir de ça? En général, quand on crée une adresse email, moi j'ai mon adresse personnelle qui est sur hotmail.com. Quand je crée cette adresse-là, Google n'existait pas, Yahoo n'existait pas encore, etc. C'était en 1997, mon adresse personnelle, et c'est celle que j'ai jusqu'à présent. D'accord? C'était sur Hotmail. Alors, pourquoi? Parce que peut-être que je suis dans le milieu, je sais éviter les pièges. Mais beaucoup de gens perdent leur adresse à un moment donné. Qu'est-ce qu'il faut faire? D'abord, la prévention. Comment vous faites? Quand vous créez une adresse sur Gmail, Yahoo, etc., on vous demande une adresse secondaire. C'est extrêmement important de mettre une adresse que vous maîtrisez. Que ce soit l'adresse de votre frère, de votre soeur, de votre mari, de votre femme. Mettez une autre adresse que vous maîtrisez. Pourquoi? Parce que quand vous allez perdre votre adresse, vous pouvez le récupérer à travers l'adresse secondaire. C'est pour ça que c'est important de mettre une adresse que vous maîtrisez. Ça veut dire que vous devez avoir accès à cette adresse-là, ou bien à la personne qui possède cette adresse-là. Si un jour vous perdez votre adresse, vous pouvez passer par l'adresse secondaire pour récupérer. Et ça, sur n'importe quel portail, Gmail, Hotmail, il y a une option récupérer mon adresse. Et là, on va vous dire quelle était votre adresse secondaire, vous mettez, et ils vont envoyer un mail sur l'adresse secondaire pour que vous permette de récupérer votre compte. Donc, si vous avez déjà fait ça, allez tout de suite vérifier quelle adresse vous avez au niveau de votre adresse secondaire. Ça se fait au niveau des paramètres. Que vous soyez maintenant sur Gmail ou Yahoo ou Hotmail, il faut aller voir où se trouve cette configuration-là. Mais ils ont tous cette fonctionnalité. Adresse secondaire. D'accord? Et allez après vous vérifier qu'est-ce qui est au niveau de cette adresse secondaire-là. Le piège aussi, souvent, c'est qu'on vient demander à quelqu'un, est-ce que tu peux me créer une adresse Gmail? La personne, en créant votre Gmail, met sa propre adresse comme adresse secondaire. Ça veut dire que cette personne-là également, il faut retourner vers cette personne si vous perdez votre adresse. Ou bien cette personne garde un certain contrôle aussi sur votre adresse. Il faut le savoir. Il ne peut pas entrer. Si c'est vous-même qui mettez votre mot de passe, peut-être qu'il ne peut pas entrer, mais il peut un jour modifier votre mot de passe et pouvoir entrer. Il faut le savoir aussi. Il faut éviter de se faire piéger. Si vous venez me demander de créer une adresse, je vous crée une adresse, je vous dis, mettez ici votre mot de passe. Je ne connais pas votre mot de passe. Mais comme adresse de récupération, c'est ce qu'on appelle adresse secondaire, j'ai mis mon email à moi. Ça veut dire que si un jour vous avez perdu votre compte, vous pouvez revenir tout de suite vers moi, et il faut le faire très vite. Pour que me dire, récupère-moi mon compte. Je peux le faire, parce que c'est mon adresse qui a été configurée comme adresse de récupération. En même temps, je peux me lever un beau jour et changer le mot de passe que je vous avais mis. Parce que c'est moi qui a le contrôle. J'ai un petit contrôle quelque part sur l'adresse que je vous ai créée. Donc attention à ce piège aussi. D'accord? Donc il faut aussi que ce soit une personne de confiance. Ou bien, qu'est-ce que vous faites? Plus simple. Ayez deux adresses. J'ai une adresse sur Gmail, j'ai une adresse sur Yahoo. Sur Yahoo, mon adresse de récupération, c'est l'adresse de Gmail. Sur Gmail, l'adresse de récupération, c'est l'adresse de Yahoo. Et là, c'est vous-même qui contrôlez. C'est ça le bon principe d'ailleurs. J'ai deux adresses, et ici, je mets comme adresse de récup l'autre, et là-bas, je mets l'autre.
Et là, vous êtes couvert. Oui, allez-y. C'est? Vous pouvez le faire même si vous avez 2 Gmail. L'essentiel, c'est les 2 adresses, que ce soit vous. Oui, je vais y venir justement. D'accord, ça c'est l'adresse de récupération. Maintenant, en même temps aussi, quand vous créez un compte, on vous demande un numéro de téléphone. Parce que même si vous n'avez pas l'adresse de récupération, avec le numéro de téléphone aussi, on peut vous permettre de récupérer votre mot de passe. C'est la même fonction. Donc là-bas aussi, vérifiez bien que c'est votre numéro de téléphone qui est inscrit. Les gens se font piéger par ça, parce qu'on ne fait pas trop attention à ces détails-là. Alors que c'est primordial. 2 choses à vérifier pour votre adresse. Quelle est votre adresse de récupération, adresse secondaire, et aussi quel numéro de téléphone est configuré sur votre compte. Il faut tout de suite aller vérifier ces 2 informations. Si vous avez ça, déjà en termes de prévention, vous êtes bien, même si ça ne vous couvre pas. C'est bon? Donc, faites très attention à ça. OK? Ensuite, on continue. Lors de la rédaction et de la transmission d'un message. Après, on va revenir sur les notions de sécurité. Là, on parle surtout de prévention. D'accord? Mais après, on reviendra sur comment éviter de se faire piéger. OK? Alors, indiquez clairement le sujet, lors de la rédaction et de la transmission d'un message, indiquez clairement le sujet du message dans la zone objet. Sujet. Ça aussi, c'est important. Toujours dans objet, mettez vraiment l'objet de votre message. Ce n'est pas obligatoire, bien sûr, mais c'est quand même assez intéressant de mettre déjà l'objet. OK? Ensuite, n'envoyez le courrier électronique qu'aux personnes concernées. OK? Et pour ça, il faut bien comprendre ce que signifient les 3 champs que vous avez ici. Quand on travaille en entreprise, c'est extrêmement important de connaître ces choses-là. Et je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous rédigez un message, on va y aller tout de suite. OK, je fais un nouveau message. OK. Oups. OK. J'écris un nouveau message. Je vais agrandir. Regardez. Souvent, vous avez ces 3 boutons. A, CC ou CCI. Vous pouvez l'avoir aussi en français. Hein. C'est tout. Ici, vous avez BC, je pense, et BCI. C'est ça? Je ne sais plus. En anglais, qu'est-ce que ça donne? Mais c'est toujours les 3 options que vous avez. D'accord? Il faut bien comprendre à quoi ça sert. A, c'est votre destinataire principal. C'est A. À qui vous envoyez le mail. C'est le destinataire principal. CC, c'est le ou les destinataires secondaires. Vous voulez qu'ils soient en copie du message. Mais quelle est la différence maintenant entre CC et CCI? Copie cachée. Ça veut dire que je veux que les personnes qui sont en CCI voient le message, d'accord? Mais tous ceux qui sont en CC et A ne verront pas que CCI a vu le message. C'est important. C'est des choses qu'il faut bien comprendre. Quand vous envoyez à A et à CC, ils voient tous, tout le monde quelles sont les personnes qui ont reçu. Ça se voit tout de suite. Ah oui. Si vous mettez A et CC, tous ceux qui sont dans A et CC, ils verront à qui est adressé ce message. Ils verront tout le monde. Mais par contre, si vous mettez en CCI, ceux qui sont en C et CC ne verront pas que vous avez envoyé à CCI. Mais CCI verra que vous avez envoyé à CC et à A. Pourquoi c'est important? Parce qu'il y a des cas de figure où c'est important de le faire. Par exemple, quand on vous envoie un message, il faut respecter aussi les choses, les données personnelles, et ceci et cela. Je n'ai pas envie que monsieur voit l'adresse de monsieur dans mon message. Oui ou non? Imaginez, on envoie un message où on met toutes vos adresses au niveau de A et de CC. Vous verrez tous
toutes les adresses qui sont dans AICC et vous pouvez utiliser ces adresses-là pour faire autre chose. Là, on est dans la protection même des données personnelles. Est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas? On met toutes vos adresses sur CCI. Toutes vos adresses, on met sur CCI. Et sur A, on met une adresse qui nous appartient. Ça veut dire quoi? Vous allez tous recevoir le message, mais aucun d'entre vous ne verra qui d'autre a reçu. Vous ne verrez que notre adresse qui est là. Vous voyez comment c'est utile de connaître ça? Parce qu'il y a des cas de figure où c'est comme ça qu'il faut faire. Autre chose aussi, vous travaillez dans une boîte, vous traitez un dossier. Vous traitez avec le client, vous mettez son adresse. Vous avez envie que votre supérieur, quand même, voit le message que vous avez envoyé à votre client. Qu'est-ce que vous faites? Vous pouvez le mettre en CC, vous pouvez le mettre en CCI. Mais le problème, c'est que si vous mettez votre supérieur en CC, le client, il va voir votre supérieur. Et peut-être que ce n'est pas ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin que le client communique directement avec votre supérieur. Le supérieur, il ne fait que suivre les débats. Si vous le mettez en CC, quand le client va vous répondre, il va aussi avoir votre supérieur. Et ce n'est pas ce qui est recommandé dans certains cas de figure. Le supérieur, vous le mettez juste en CCI. Il va juste voir que vous avez envoyé le message au client. Mais le client, quand il va vous répondre, c'est vous qui allez recevoir, mais pas le C. Il ne verra pas l'adresse de votre supérieur. Vous voyez comment c'est utile de bien comprendre comment ça fonctionne. C'est bon ou il y a des questions? Ou bien c'est compliqué? Vous avez tous compris? Demander est-ce qu'on met notre propre adresse ou l'adresse du client? Non, non, c'est l'adresse du client. L'adresse. Nous, il y a un cas, c'était un cas de figure. A, en général, c'est votre destinataire, tout simplement. A, destinataire. D'accord? En général, c'est votre client. Ah, j'écris très mal. Hein? Alors, A, c'est votre client. D'accord? CC, c'est copie. Copie. Qui d'autre va recevoir le message? Mais CCI, ça c'est CC, en fait c'est copie invisible ou cachée. Invisible. C'est le I là, c'est invisible. Ça veut dire quoi? Vous mettez A, si vous mettez A et CC, si vous remplissez, eux tous qui sont dans A et CC, ils vont recevoir le message, mais ils verront tous la liste des personnes à qui vous avez envoyé. Par contre, si vous mettez quelqu'un dans CCI, il va recevoir le message. Il verra toujours CC. CC et A, c'est toujours visible. Tout le monde les voit. Ça veut dire que le CCI ici, il verra CC et A. Mais A et CC ne voient pas CCI parce que CCI est caché. Est-ce que vous voyez un peu le principe? C'est juste une façon d'envoyer un message à quelqu'un, une copie, sans que les autres ne le sachent. Et là, j'ai expliqué dans quel cas de figure on peut avoir besoin de ça. Premier cas de figure, nous, quand on vous envoie des mails, je ne veux pas que monsieur ait l'adresse email de l'autre. Protection des données personnelles. Qu'est-ce que je fais? Toutes vos adresses, je mets en CCI. J'aurais pu en prendre une et le mettre en A. Parce que A, il faut forcément mettre quelque chose. Je peux peut-être juste en garder une et le mettre en A. Sauf que même cette seule adresse-là, je ne veux pas que vous le voyez. Qu'est-ce que je fais? Je mets une autre adresse ici qui nous appartient. Ça, c'est juste un cas de figure. Comme ça, tout le monde ne verra que cette adresse-là, mais vous ne verrez pas les autres adresses. C'est un leurre, en fait. J'ai mis notre adresse, c'est juste un leurre. C'est un cas de figure. L'autre cas de figure, je l'ai expliqué, je traite un dossier avec un client. Je mets l'adresse de mon client. On est d'accord? Et mon supérieur, je veux l'informer de ce mail-là. Je le mets soit en CC ou bien en CCI. Sauf que si je le mets en CC, le client, il va voir l'adresse email de mon supérieur. Et peut-être que je n'ai pas envie de ça. Je mets mon supérieur en CCI. Comme ça, lui, il verra que j'ai traité mon client, j'ai lui envoyé un message, mais le client ne verra pas l'adresse email de mon supérieur. Deuxième cas de figure. Est-ce que vous avez compris? Oui. Bonjour, c'est Moustapha Sissama encore.
Alors, donc, dans le cadre donc, des messageries BCC, ACC, BCC, je voudrais juste donner un exemple. Si on prend l'exemple d'une université avec le corps enseignant, par exemple, il y a toute l'administration qui, donc, si on prend l'exemple que l'administration envoie un message à l'ensemble du corps professoral et même l'ensemble des étudiants, le message, donc, il est destiné à chacun des enseignants. Chaque enseignant doit recevoir le même message. Maintenant, donc, le problème, c'est que donc, chaque enseignant reçoit le même message, mais ne voit pas l'adresse des autres enseignants. Mais donc, en amont, il y a donc l'administration, par exemple, le coordonnateur, par exemple, le recteur, le président de l'université, il voit pratiquement toutes les adresses de tous les enseignants à son niveau. C'est ça, donc, je pense, l'intérêt, l'importance de BCC ou CCI, CCI en français, BCC en anglais. Donc, chaque enseignant reçoit le même message que l'autre, mais ne voit pas l'adresse Alors, de l'autre message. c'est important de le connaître parce que c'est une erreur que les gens font. Et c'est extrêmement grave de communiquer avec plusieurs personnes en mettant tout le monde à A ou CC. Bien sûr, il y a des cadres où on le fait parce que c'est ce qu'on a envie de faire. Par exemple, quand on communique ici avec le staff, on met A, CC, il n'y a pas de souci. Mais dans des cas de figure, comme je viens d'expliquer, ou bien lui, ce qu'il veut expliquer, on n'a pas envie que les personnes qui reçoivent aient les adresses e-mail des autres. C'est la protection des données personnelles. Et ça, c'est fondamental. C'est quelque chose qu'il faut connaître. Ayez toujours en tête, est-ce que les copies, j'utilise CC ou j'utilise CCI? Ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut maîtriser. C'est extrêmement important. D'accord? Oui, allez-y. Oui, allez-y, après vous passez le micro. Oui, c'est le cas le plus fréquent parce que c'est nous qui devrons porter les projets de demain. On peut en aucun cas tomber sur des grandes entreprises qui ne veulent pas qu'on partage leur mail aux autres. Donc, au cas où on traite avec plusieurs clients, on peut utiliser le CCI pour des protections de données. Oui, c'est ça. Donc, ça, c'est plus important. Et d'autant plus que quand vous mettez en CC, quand le client répond à tout le monde va recevoir sa réponse. Alors que peut-être que vous n'avez pas besoin de ça. Donc, si vous mettez en CCI, quand les personnes qui sont en CCI répondent, il n'y a que vous qui recevez. D'accord? C'est extrêmement important de comprendre comment ça fonctionne. Parce qu'il faut vraiment respecter les choses. D'accord? Oui, dernière intervention sur ça. Bonjour, je m'appelle Brahma Sobadian. En fait, je voudrais bien que vous abordiez la question de l'envoi automatisé, de la gestion des des emails. D'autant plus qu'un entrepreneur, un manager aura besoin d'envoyer des emails de façon massive à des clients potentiels ou bien déjà fidélisés pour des finalités marketing. Donc là, je pense qu'il y a des applications pour la gestion de ces emails-là, tels que Mailchimp. Si vous pouvez un peu aborder quelques notions. D'accord. Alors, là, on est dans du e-marketing. D'accord? On a besoin d'envoyer des emails en masse pour présenter un produit, etc. Plusieurs possibilités. Vous le gérez vous-même à travers votre messagerie, Gmail, ou si vous voulez, vous envoyer. N'oubliez pas d'envoyer à CCI. Important. N'oubliez pas de mettre vos adresses en CCI. Sinon, vous faites une grosse erreur. D'accord? Mais ça, il y a plusieurs possibilités. Hein? Ça, c'est la première. Sauf que, en général, les emails groupés, le plus souvent, ils vont dans les spams, ou ce qu'on appelle les courriers indésirables. C'est ça le problème avec les emails groupés. Parce que les systèmes le considèrent comme une sorte de fraude. Parce qu'il y a des gens qui récupèrent des centaines, des milliers d'emails et qui vous envoient des publicités, de ceci, de cela. Vous en recevez dans vos adresses tous les jours. C'est pour éviter cela que, en général, les systèmes se disent que dès qu'il y a envoi groupé, c'est suspect.
on envoie le mail au niveau du dossier courrier indésirable ou spam. Donc, si vous faites ça, il y a de fortes chances que, évidemment, quand c'est 1, 5, 10 personnes, en général, ça passe. Mais dès que vous êtes dans les 50, 100, 500, 200 000 personnes, ça pose problème. Donc, ici, il y a de fortes chances que ce message-là va aller dans les courriers indésirables. Et le problème avec les courriers indésirables, c'est que les gens ne le voient pas. Quand ça va dans les spams, en général, les gens ne le voient pas. C'est pour ça qu'à chaque fois que je vous dis, vérifiez vos spams. Parce que les mails qu'on vous envoie peuvent souvent tomber dans les spams. Maintenant, voilà, il y a des solutions pour améliorer ça. Ici, vous utilisez votre adresse email pour le faire. Il y a des outils également qui sont en ligne pour ça. Et l'un des plus célèbres, il en a parlé, c'est MailChimp. J'utilise beaucoup MailChimp pour vous envoyer des messages. Mais même avec MailChimp, on n'est pas sûr à 100% que tout le monde a reçu. Mais au moins, le pourcentage de réussite est supérieur à ça. MailChimp, vous pouvez ouvrir un compte qui est gratuit. Ça s'écrit comme ça. MailChimp.com. MailChimp. Attention, non, attendez, je vais l'écrire là. Voilà. Attention. C'est MailChimp. Dès que vous mettez MailChimp, vous allez voir. C'est un service qui sert à faire du e-marketing. Vous pouvez ouvrir un compte gratuit là-bas, un compte gratuit. Jusqu'à un certain niveau, c'est gratuit. Après, ça devrait être payant. Mais déjà, avec la version gratuite, vous pouvez faire ce que vous avez envie de faire. Ça dépend de l'audience. Ils appellent ça audience. Je me demande si ce n'est pas 2000 emails, un truc comme ça, oui, je pense. Maintenant, même au niveau des audiences, vous pouvez jouer avec des groupes, faire des groupes, voilà. Il faut jouer avec ça. D'accord? Mais, et puis, il y a les templates aussi. Il y a des templates déjà pour faire votre message. Des templates, c'est-à-dire le format de votre page. Vous pouvez le faire joli, parce que le email marketing aussi, c'est ça. Ce n'est pas un simple texte. On peut mettre des images, on peut faire joli, etc. pour présenter son produit. Donc, avec MailChimp, déjà, aussi, vous avez des templates, des modèles de page que vous pouvez remplir avec votre texte, avec vos images de vos produits. Et après, avec MailChimp, vous envoyez à tout le monde. Vous importez, mais vous pouvez importer, hein. Vous importez la liste de vos adresses avec MailChimp. Vous importez, après il le garde là-bas, et après vous pouvez envoyer à qui vous voulez. Et déjà, avec MailChimp, ça marche beaucoup mieux qu'en utilisant directement votre boîte. D'accord? Mais même si ce n'est pas garanti à 100%. Mais déjà, c'est mieux. Oui? Peut-être une petite contribution quand on départ réellement on essaie de... Excusez-moi, donc une petite contribution. Peut-être quand on prend départ et qu'on veut vraiment fidéliser les clients, en général, ils aiment bien les messages individualisés. Donc là, peut-être prendre le temps de faire des messages individuels. Et une fois qu'on les a bien... Après, on peut faire des messages groupés. C'est juste une petite... Oui, ça dépend. Ça dépend de vos activités, du nombre de clients que vous avez, etc. Vous pouvez traiter individuellement, ou bien ça dépend du nombre de clients et de vos activités. Voilà, c'est à vous de faire un choix par rapport à ça. Oui, je disais, est-ce qu'il est possible d'acheter des données? Par exemple, si on a une clientèle cible à travers Facebook ou Google, et si vous pourriez venir sur ça, ça pourrait être intéressant, quoi. Oui, alors, oui, juste pour compléter, par rapport au email marketing, il y a une troisième option qui est de s'adresser à des professionnels. Il faut savoir qu'il y a des entreprises, leur activité c'est ça, c'est du email marketing. Ils ont des bases de données, d'adresses, de clientèle qu'ils peuvent cibler en fonction de vos activités. Vous vous adressez à eux, vous payez évidemment et tout. Et eux, ils ont déjà des adresses, ils ont des milliers d'adresses qu'ils collectent. Et après, ils peuvent vous mettre à disposition ces adresses-là pour vous envoyer vos courriers. Il y a des entreprises, même au Sénégal, il y en a qui font ça, j'ai oublié le nom. Il y a des entreprises dans le monde ou bien au Sénégal qui font ça, c'est leur job. Mais ça, évidemment, ça demande un budget aussi pour ça. Alors, ça me permet de rebondir sur votre question. C'est que toutes ces entreprises-là, où est-ce qu'ils prennent ces adresses email qu'ils vous vendent? En général, ils ne vous donnent pas l'adresse. Hein. Ils utilisent cette base pour vous envoyer des courriers. Mais, entre guillemets, ça leur arrive de vendre des adresses. Il faut le savoir. Et ça rapporte beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Évidemment, c'est quelque chose qu'on ne peut pas dire. Aucune de ces entreprises ne va venir vous dire « je vends mes données ».
mais elles le font. Parce que ce n'est pas légal, justement. Ce n'est pas légal, mais elles le font. C'est pour ça qu'elles ne disent jamais. Personne ne va vous dire, je vends mes adresses, je vais me les donner. Personne ne va vous le dire. Mais elles le font. Et ce n'est pas seulement des adresses qu'elles vendent, mais c'est des profils, de ceci. Imagine, mais en réalité, c'est comme ça que ces entreprises gagnent de l'argent. Imaginez aujourd'hui toutes les informations qui sont dans Facebook. Vous pensez que Facebook va les garder comme ça sans jamais... Bon, je n'accuse personne, hein, mais c'est sûr qu'ils en font quelque chose, hein, pour eux-mêmes et pour d'autres. Que ce soit Facebook ou Google ou tout ça, ils en font quelque chose. D'accord? De Bourse.org. Ils font quoi? En fait, j'ai dit, c'est le cas de bourse.org. C'est un site en fait qui vend des adresses pour certaines institutions internationales qui attribuent des bourses aux étudiants étrangers. Ok. Oui, parfois aussi ils ont des partenariats avec certaines grandes bibliothèques comme les 4 vents ici au Sénégal et en Côte d'Ivoire aussi ils ont des partenariats. Ok. Oui. C'est ça, c'est les données et les gens ils les vendent. D'accord? Et c'est comme ça que ça fonctionne. C'est comme ça que fonctionne le monde de façon générale. Tout est information. Tout. Toutes les stratégies sont liées à cette collecte d'informations-là. Ça permet d'avoir une base clientèle, de cible en tout cas, et surtout de catégoriser les gens qui sont intéressés peut-être par ceci ou par cela. Enfin, il y a beaucoup de données qui circulent comme ça dans le monde et qui sont le plus souvent vendues. Et ça permet aux entreprises de faire leur publicité ciblée, de façon ciblée. C'est bon? Alors, dernière question, oui, allez-y, dernière intervention sur ça. Passez-lui le micro, s'il vous plaît. Allô, Mounir? Allez-y, allez-y. Après ça, on peut peut-être prendre une... Bon, on a terminé cette page. Attends, qu'est-ce qui suit? Bon, je voulais savoir, comme que si on forme des entrepreneurs, est-ce que vous pouvez nous montrer ou bien nous aider à créer notre propre site internet? Parce que c'est très important. Alors, on va y venir tout à l'heure. Quand on va parler de site internet, je vais vous expliquer. Pourquoi on a besoin d'un site et est-ce qu'on en a vraiment besoin, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais a priori, ça va être difficile pour nous de faire des sites internet parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais on va mettre bientôt en ligne un portail de vente en ligne où tout le monde pourra mettre ses produits. Ça sera ouvert à tout le monde. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on peut faire, mais des sites personnalisés, c'est sûr que ce ne sera pas possible parce que c'est quand même beaucoup de travail. Mais on va discuter des sites internet tout à l'heure. Peut-être que vous n'en avez pas forcément besoin au départ. On va en parler tout à l'heure. Donc, on avance rapidement sur ça pour pouvoir prendre une pause. Voilà, on a fini avec ça. Vous avez bien compris, j'espère, cette partie-là, c'est important. Hein? A, copie invisible. D'accord? Il faut bien le comprendre. Ça évite de faire des erreurs en entreprise qui peuvent être vraiment fatales. Oui? Une copie invisible, c'est monsieur en haut. Il nous voit, mais on ne le voit pas. Voilà, c'est exactement ça. Il vous voit, mais vous ne le voyez pas. Ça permet au patron de suivre. Alors, toujours pour la communication sur Internet, veillez à la courtoisie et aux formules de politesse. D'accord? C'est extrêmement important de savoir communiquer avec les gens. Alors, ce problème de communication, de façon globale, on l'a beaucoup au PSG, avec les lauréats. Je suis désolé de le dire. Évidemment, je ne mets pas tout le monde dans le même sac, mais sachez que ce problème de communication, nous, ça nous inquiète. Parce que beaucoup de gens ne savent pas communiquer. Beaucoup, ça frise même l'insolence le plus souvent possible. Je suis désolé de le dire comme ça, hein. Ce n'est pas tout le monde, mais sachez que c'est très difficile. Beaucoup de gens ne savent pas communiquer. On peut réclamer quelque chose, on peut demander quelque chose, mais tout est dans la forme. D'accord? Il y a des formules de politesse, il y a une certaine posture à avoir, etc., pour que le respect puisse être établi et que ce soit mutuel. Et au PSG, on a quand même ce genre de problème avec les lauréats. Donc, je demanderai à tout le monde de faire un effort dans ce sens-là, parce que nous, les messages qu'on vous envoie sont toujours très corrects. Très corrects, très clairs, très polis, etc. Donc, même si vous réclamez quelque chose,
faites-le, mais en toute courtoisie. D'accord? Donc ça, c'est important de le souligner. Alors, courtoisie et aux formules de politesse. S'il faut attacher des documents au message, pensez au destinataire, format taille. Évitez d'envoyer des messages, des documents très lourds, c'est juste ça que je veux dire. D'accord? Quand on fera Word, je vais vous apprendre à optimiser un fichier Word. Comment éviter que le fichier ne soit trop lourd, surtout quand il y a des images. Parce que les documents Word sont lourds quand il y a des images. C'est ça en général. Quand il n'y a pas d'image, ce n'est pas lourd. Mais dès que vous vous mettez à placer des photos, etc., ça devient lourd. Et je vais vous montrer comment faire pour alléger ces documents-là. D'accord? Alors, restreindre l'utilisation des majuscules. Un texte rédigé en majuscules est difficile à lire. Un texte tout en majuscules, il est toujours difficile à lire. C'est en général les titres qui sont en majuscules, des trucs comme ça, mais ne mettez pas tout un document en majuscules. Jamais. Ça ne se fait pas. S'assurer de bien... C'est valable pour un email. Hein. Quand vous envoyez un mail, là on est dans la messagerie justement, quand vous envoyez un mail, ne mettez pas votre texte en majuscule. D'accord? C'est des choses qu'il faut quand même respecter. S'assurer de bien s'identifier et de laisser des coordonnées à la fin du message. Là, on est dans un cadre professionnel ici. Quand vous communiquez dans un cadre professionnel, il faut mettre les informations qu'il faut. D'accord? Vous mettez votre mail et après en bas, votre nom, peut-être votre poste au niveau de l'entreprise, voilà, l'adresse email de votre entreprise, voilà. C'est le site web de votre entreprise. Voilà. C'est des choses qu'il faut respecter quand on communique en entreprise. Et pour ça, vous utilisez ce qu'on appelle la signature. On va y venir tout à l'heure, je pense. Ensuite, avant de transmettre un message, prendre le temps de le relire. Pensez à corriger les fautes de frappe ou aides de français. La qualité du message reflète l'image de l'expéditeur. Alors, problème. C'est un cri de cœur ici. C'est la qualité, le niveau de français des gens aussi. Ça, je ne parle pas de vous, je parle du Sénégal. C'est la catastrophe. Peut-être que vous ne vous rendez pas compte parce que vous n'êtes pas dans notre position, nous, où on communique avec des milliers de jeunes. Mais croyez-moi, les gens ne mesurent pas l'ampleur des dégâts actuellement. Vous ne mesurez pas l'ampleur des dégâts. Même nos politiciens ne mesurent pas l'ampleur des dégâts. C'est incroyable. Le niveau de français actuellement de nos jeunes, ça pose problème. Et personne n'en parle malheureusement. Personne n'en parle. Ce n'est pas de leur faute. C'est le système qui est à terre. Je le dis, hein, on m'entend, on m'enregistre, mais je le dis. Le système, il est à terre. Et personne n'a l'air de comprendre ça. Et on a un système qui est complètement à terre. Ici, je vous dis, c'est un problème. Le niveau de français de nos jeunes qui viennent avec des bacs, bac plus 2, bac plus 4, bac plus 7, mais c'est de la folie. Vous vous demandez, est-ce que ce gars a même dépassé le stade du CEPE? Mais c'est inquiétant. C'est vraiment très inquiétant et je pense que les gens devraient faire quelque chose. S'il y a quelque chose à faire, parce que c'est depuis des années, je ne suis pas en train de dire que le régime actuel a fait ceci ou cela, mais c'est depuis des années qu'il y a des soucis. On a laissé faire, et aujourd'hui, voici le résultat. Et jusqu'à présent, on ne fait rien pour corriger, ça veut dire que dans 10 ou 20 ans, ça va être encore pire. Le résultat qu'on a aujourd'hui, ce n'est pas il y a 1 an ou 2 ans ou 3 ans. C'est depuis peut-être 15 ou 20 ans que les choses vont mal. Et on a laissé faire. On a laissé faire, ça s'est accumulé parce que les enseignants eux-mêmes n'ont même pas un bon niveau. C'est ça le profond du problème. Ça fait des années que même les enseignants n'ont pas un bon niveau. Comment veux-tu que l'élève ait un bon niveau si l'enseignant lui-même n'a pas un bon niveau? Mais c'est extrêmement inquiétant. Et ça, personne n'a l'air de s'en rendre compte. Mais nous, on sait parce qu'on est en contact avec les jeunes depuis des années. Mais bon, voilà, c'est un cri de cœur en tout cas que je lance. Ce n'est pas seulement pour vous, c'est de façon générale. Le niveau de notre enseignement est complètement à terre. Et ça, il faut oser le dire. En tout cas, veillez à corriger les fautes de français. Là, je parle de communication professionnelle. Hein. Tout ce que je dis, c'est dans le cadre d'une communication. Quand vous parlez avec vos amis, etc., on s'en fout, il n'y a pas de problème. Mais quand vous parlez dans un cadre professionnel, c'est des choses qui sont extrêmement importantes. Si vous envoyez à un partenaire un mail truffé de fautes, mais il va se poser des questions. Et là, ça peut vous porter préjudice. D'accord? Donc, veillez bien à bien corriger vos textes avant de les envoyer. OK?
petite contribution rapidement. J'ai découvert un correcteur d'orthographe. Donc, au niveau du Google, vous pouvez taper correcteur d'orthographe. C'est assez pratique. Quand on a fini, rapidement on met le texte, il nous corrige à peu près pour s'assurer qu'on n'est pas... Et moi, Oui, je l'utilise pourquoi actuellement, malgré que je fais des efforts, mais je l'utilise parce que je ne veux pas vraiment faire des fautes. Ah oui, c'est extrêmement important. Il y a des outils, hein, comme elle le dit, madame. Utilisez les correcteurs d'orthographe. Vous pouvez reprendre parce qu'il veut l'information. Avec Google. Sur Google, j'ai tapé, puis j'ai découvert un correcteur d'orthographe. Alors, il s'appelle comment? Il s'appelle juste correcteur d'orthographe. Voilà, si vous mettez correcteur d'orthographe sur Google, c'est sûr que vous l'aurez. Voilà. Faites la recherche correcteur d'orthographe et vous allez l'avoir. Voilà. Ou bien vous l'amenez aussi sur Word pour corriger et vous revenez. Ouais, je sais. Même si ça ne corrige pas forcément tout, Non. mais il y a un minimum quand même, tout simplement. C'est reverso.net. Mais bon, Ah oui, c'est sûr Reverso, qu'il y en a d'accord. beaucoup plus. Voilà. Il y en a beaucoup, voilà. Reverso.net, etc. Voilà. Corrigez vos textes professionnels avant d'envoyer. Mais vraiment, faites surtout un effort pour réapprendre le français. Non, mais c'est ça. Il faut faire un effort pour réapprendre le français. Même s'il faut reprendre le bled, ou je ne sais même pas comment ça s'appelle maintenant, les nouveaux livres qu'on utilise à l'école primaire, faites-le. Non, mais je ne rigole pas. Faites-le, c'est extrêmement important d'avoir un... On ne dit pas qu'il faut forcément être très fort. Moi-même, je fais des fautes, et tout le monde fait des fautes. Le président, il fait des fautes, même. Tout le monde fait des fautes. Mais, quand même, à un certain niveau, ce n'est pas normal. D'accord? Donc, faites encore des efforts pour réapprendre le français. C'est extrêmement important. D'accord? On va prendre juste... il est midi... Allez, il est midi moins 10 minutes de pause. On reprend à midi pile et pour terminer à 14h.